Chaque graine est un pari, et si elle échoue, je perds plus que du temps ou de l'argent. C'est aussi un coup à ma motivation. Je suis ici pour empiler les chances de mon côté. Ombre, sol et sécurité, jusqu'à ce que les graines aient l'impression de parier sur moi aussi. Je prévois de créer une forêt dans le désert. Ça donne l'impression. C'est tellement bête de rester bloqué sur des graines qui ne germent même pas, mais c'est ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Je me promène dans mon ranch et je vois des acacias pousser littéralement sur le flanc d'une falaise. Les arbres poussent ici, et ils poussent dans des endroits vraiment improbables. La comparaison est le voleur de la joie. Si la nature peut pousser dans des endroits spectaculaires, comme ce saule du désert, au milieu d'une inondation déchaînée, il pousse pratiquement dans un jet d'eau à haute pression. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire pousser des arbres dans un endroit presque parfait ? Eh bien, je dois alors enfiler ma casquette d'analyste et admettre que même si les endroits sont fortement amendés, ils ne sont évidemment pas parfaits, puisque les arbres ne veulent même pas essayer de pousser. Mes boîtes de culture Groassis sont le joyau de mon travail jusqu'à présent. Même si j'ai eu du succès avec les plantes transplantées, cela demande énormément de travail. Je vais épuiser tous les efforts raisonnables pour faire pousser mes arbres exactement là où je le souhaite. Si je finis par me heurter à une impasse et que je n'ai plus d'idées économiques et efficaces, oui, c'est vers les boîtes de culture que je vais me tourner. C'est quelque chose qui fonctionne, et je vais faire tout ce qui marche en demandant le minimum d'efforts. D'ici là, je construis des petits tunnels pour intégrer toutes les leçons que j'ai apprises jusqu'à présent. Ombre, sol et sécurité, afin que je puisse faire pousser des arbres dans le désert avec un minimum d'efforts et réussir malgré tout. Je ne sais pas si on a assez de seaux qui traînent parce que je vais avoir besoin d'environ, je pense, 10 gallons de terre pour 25 nids, peut-être 15 gallons. Tu es la plaque vibrante. Ouais, mais si je fais en sorte qu'elle vibre, il faut que je baisse l'angle beaucoup plus. Oh, Comme ça, on peut la charger avec la mini. ce serait incroyable. D'accord, je serai l'écran vibrant. Oh, ce n'est pas si grave. Je veux dire, tu es plus que bienvenu pour voir ça, mais Celui-ci se coince. même si tu es probablement du bon côté de la chose. Ouais, ça te souffle directement au visage. D'accord, avant d'en rajouter. Mélangeons un peu et voyons où on en est avec l'humidité, et j'en rajouterai si besoin. Voici notre biochar activé. Nous le mélangeons avec du riz, du son et de la mélasse. Laissez-le reposer légèrement humide 30 jours, puis ajoutez beaucoup d'humidité et mélangez avec le reste. D'accord, le charbon lui-même. Est-ce que quelqu'un en a parlé? C'est moi, c'est vous? Oui, je l'ai acheté et j'en ai pris 4 mètres cubes. C'était tout un défi de l'amener jusqu'ici. Déplaçons-le d'ici parce qu'on n'ajoute plus de terre. Oui, on n'en ajoutera plus. Alors déplaçons-le. Je suis content d'avoir ajouté de l'eau parce que c'est beaucoup plus facile à travailler. C'est poussiéreux et beaucoup moins poussiéreux. J'aime bien comment ça rend maintenant. Ça ressemble vraiment à de la terre achetée en magasin. Eh bien, j'espère que tu auras une bonne pluie et que ça s'hydratera.
Mon petit mélange pour rempotage. Ça ressemble et ça a la texture de la terre. Regarde-le. C'est carrément de la terre maintenant. Et ça fait des mottes comme tu veux. C'est ce que j'appellerais de la terre. Ça en a même l'odeur. Ça sent vraiment la terre. Ça ne sent pas comme le sable qu'on trouve ici par terre. Malheureusement, qu'on sent tous les jours. Ouais, Ce mélange personnalisé de sable tamisé, biochar et un peu de compost semble bien. Ça n'a pas l'air incroyable, mais c'est parce qu'on est dans un désert. Je n'essaie pas de créer un sol incroyable. J'essaie de créer un sol local incroyable. Ce n'est pas trop optimisé, parce que si tu mets des plantes du désert dans du Miracle Grow ou un compost super fertile, elles ne sont pas habituées à ce genre de charge nutritive. Il existe bel et bien un excès de bonnes choses. Là où je mets ce mélange personnalisé, c'est à l'intérieur des nids d'oiseaux. Pense au sol, je le monte en butte, puis il est entouré de foin, ce qui retient l'eau. Mais cela a un avantage secondaire après la germination de la graine. Parce que lorsque l'arbre est tenté d'étendre ses racines vers l'extérieur, les racines sortent du sol et pénètrent dans le foin, où elles sont taillées par l'air. Si l'arbre essaye d'envoyer ses racines latéralement, il sera obligé de les envoyer vers le bas parce qu'il manque littéralement de terre à nouveau. Nous concevons à nouveau le système pour que les racines descendent plus vite. Nous allons compter les graines pour... Nous allons scarifier, simplement par espèce. Ce sont tous des arbres que j'ai déjà plantés, Palo Verde, Acacia doux, Mesquite. Ce sont des légumineuses du désert à croissance rapide, qui devraient pas bien pousser ici avec peu d'eau. Le mélange contient aussi d'autres graines. Certaines d'entre elles demandent une scarification à l'eau chaude, d'autres préfèrent de l'eau tiède et certaines n'ont pas besoin d'être trempées.
Il y a une chose que je veux faire. Ce compost Johnson Su doit donc être utilisé. Nous allons simplement tout mettre sur la terrasse car il n'a qu'1 an et doit être utilisé. J'ai entendu parler des vidéos Johnson Su, mais c'est quoi? C'est un super compost qui contient un mélange très diversifié et sain de microbes qui s'y développent. C'est l'une de ces choses où, comme tout le monde le dit, il faut le faire, alors je fais confiance. Tu l'as acheté ou tu l'as fait toi-même? Un spectateur me l'a envoyé. Merci, Jean. N'importe lequel des sacs, vraiment? D'accord. Et mon travail, c'est juste d'estimer à peu près et de m'assurer que ça dure pour environ 23 trous. D'accord, puis je m'en servirai pour couvrir les graines. Est-ce qu'on utilise un sac par trou? Oui, d'accord. Le seul problème, c'est à quel point c'est sec. Oui, c'est pour ça qu'il sera crucial d'irriguer, car rien ne poussera à travers cette croûte si je ne la maintiens pas humide. Cette terrasse a déjà 22 mètres cubes de fumier de cheval. Ça paraît beaucoup, c'est effectivement beaucoup. On le mélange avec du sable et des cailloux, et on ne dirait pas qu'il y en a tant. Le problème, c'est que à la surface, on a creusé une rangée de tranchées, et on les a remplies d'hydrogel et de biochar. Ce n'est pas pour les arbres dans 5 ans, c'est pour les arbres pendant leur première année de vie. On empile littéralement de l'eau dans le sol en encourageant les racines à descendre aussi vite que possible. Pour s'éloigner du soleil et du vent, on veut que les racines aillent là où l'eau va se trouver, et c'est en profondeur. Mon problème, c'est que je n'atteins même pas la croissance d'une année au début. Le soleil du désert cuit mon sol amandé, le rendant croûteux. Graines et racines peinent à percer et respirer. C'est ce tout premier millimètre de sol qui doit rester humide et mouillé pour permettre la germination. Et c'est pour ça qu'on a énormément exagéré avec l'hydrogel et les pneus. On est désespéré de garder l'humidité en surface, et je parle bien de la surface, la toute première couche aussi humide que possible. Eh bien, on a réussi, et les graines qui ont germé ont noyé, donc il y a un équilibre à trouver quelque part. On ne l'a pas encore trouvé. Avec ce temps-là, tout le temps, on tiendrait le coup. Ouais, mon projet aurait beaucoup plus de chances de réussir. Le temps changerait pour toujours. Salut Mike, il commence à pleuvoir. Ouais. D'accord, c'en est fini du sac sec. Mec, ça vient droit sur nous. Je pense qu'on va être bien mouillé. Tu n'es pas obligé, mais moi si. Ça me va. Ravi de me mouiller. Ça m'a aussi évité la corvée de rester assise ici, à m'ennuyer pendant 30 minutes pendant que l'irrigation fonctionne. Voilà. Mec, ça arrive vite. Ouais, il faut qu'on se dépêche de mettre ça en terre, mais je veux aussi le faire correctement. Ce qui était difficile avec les germinations au début, c'est qu'on utilisait le testeur d'humidité. Mais c'est littéralement juste le quart de pouce supérieur du sol. Tu ne peux pas vraiment le mesurer, donc on prenait des mesures et le sol était humide. Mais c'est littéralement juste le dessus. Le tout dessus du sol doit être humide, exactement là où sont les graines, et on...
J'ai beaucoup appris pour comprendre comment faire. Le pays ne reçoit rien, non? Parce que ça va l'étouffer. Donc c'est tout le principe avec le tissu d'ombrage. Ensuite, on fera fonctionner l'irrigation et ce sera le paillis qui gardera l'humidité à la surface. Donc on va vérifier ça 2 fois par jour, voire plus. Quand je jardine, les graines traversent pas mal de pays, surtout des trucs légers comme ça. Pas les arbres, j'ai vu des arbres pousser mais ils n'y arrivent pas. Ils ne survivent pas. Vraiment? Oui, j'ai essayé, ça ne marche pas. D'accord. Donc on avait tout paillé très légèrement et on a mis, ça a germé puis c'est mort, puis on a fait le nid d'oiseau, ça a germé puis c'est mort. Donc c'est juste une question de contrôle de l'humidité. Oui. Beaucoup d'entre vous craignent dans les commentaires depuis presque le début au sujet du besoin d'ombre. Je ne vous ai pas ignoré. Mon utilisation de palettes et leur transformation en structure en A vient d'un spectateur, mais le problème et la difficulté, c'est que les palettes sont encombrantes. Elles doivent en venir d'El Paso, qui se trouve à environ 145 km de Sierra Blanca, puis il faut encore aller de Sierra Blanca jusqu'au ranch. Nous devons parcourir environ 64 km sur cette route folle. Nous apportons des palettes quand c'est possible et que la remorque est à El Paso. Mais ce n'est pas comme si c'était à chaque visite. Nous avons assez de palettes pour couvrir un acre, mais un seul voyage apporte assez de palettes pour couvrir moins de 30 mètres. Les palettes, mais c'est bien, je les prends quand il y en a, mais il me faut quelque chose de plus immédiat et beaucoup plus compact. Un spectateur m'a envoyé une vidéo et, au milieu de la vidéo, j'ai aperçu un tunnel bas à l'arrière-plan. J'ignorais son nom et les étapes pour le construire, mais c'est justement le rôle du groupe Facebook. On m'a vite expliqué le nom et la liste des pièces nécessaires pour construire un tunnel bas avec succès. Et même si ce n'est toujours pas la chose la moins chère du monde, c'est clairement rentable. Ce sont juste des barres d'armature, des clips polychlorure de vinyle et 2 sortes de toiles. Ce que j'aime avec ce système, c'est que je peux utiliser le matériel 2 ou 3 ans, parfois plusieurs fois par an, mais sans certitude. Je peux simplement tout déclipser, retirer les barres d'armature du sol et aller m'installer à un nouvel endroit. Il suffit de laisser le vent l'emporter comme ça. Et ensuite marcher dans cette direction. Oui, et puis je pense que quand on arrive au bout, on peut le replier. Et je vais juste te demander de le tenir au bout. Garde-le juste en l'air comme ça. D'accord, je vais utiliser quelques pinces pour avoir plus de main. Remplis tes poches de quelques pinces. Et tu vas simplement essayer de mettre le tissu en contact avec le sol. Si une souris ou un rat veut vraiment passer, il le peut, mais il devra faire des efforts pour y parvenir. Ce que j'ai apprécié en travaillant avec Blaise ici, c'était la compagnie silencieuse pendant que vous nous entendiez enfoncer les barres d'armature dans la terre et plier les tuyaux. Pas de bavardage ni de discussion futile, juste 2 gars travaillant sur un objectif dans le désert.
Et il y a quelque chose dans le fait de travailler avec quelqu'un sans aucun bavardage inutile, que je trouve. Je ne sais pas comment le décrire autrement que comme profondément, profondément agréable. C'est tellement agréable de travailler avec quelqu'un sur un projet où tu sais que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous travaillez vers les mêmes objectifs. Et il n'y a vraiment aucun effort gaspillé. C'est juste Blaze et moi qui travaillons sur ce petit projet, en essayant d'obtenir une petite victoire pour que nous puissions construire cette vision plus grande de la forêt du désert. D'accord, je pense qu'on peut les étirer un peu, donc ces clips du centre, au lieu de les mettre parfaitement au centre, mets-les juste à ce niveau-là. D'accord, alors prends ça. Ouais, et puis j'en ai un juste en dessous, c'était juste un espace réservé. Mais si tu prends juste ces clips du haut et que tu les descends d'environ un quart, on pourra... Oups. Voilà, je vais lancer l'irrigation parce qu'il va en avoir besoin. Ensuite, il faudra rapporter le tissu d'ombrage pendant que l'irrigation fonctionne. D'accord. Eh bien, c'est clairement plus ombragé. Voir ce contraste est agréable et amusant, car vu de dessous, ce n'est pas si impressionnant. On dirait que ça reçoit un peu plus de soleil. Quand je suis monté ici au lever du soleil, c'était encore visiblement un peu humide, et maintenant c'est déjà sec. Donc on va prendre le paillis ou le foin juste là-bas. Et aussi légèrement que possible, c'est la couche la plus fine que je peux me permettre. Likeworth, ils traverseront ça sans difficulté.
La prochaine fois, ça ira encore plus vite. Parce que, évidemment, il n'y aura pas besoin d'étaler du foin dessus, il suffira littéralement de mettre de l'eau par-dessus, probablement 2 fois par jour. Et aussi, je voulais montrer à tout le monde la quantité d'eau utilisée au lieu d'utiliser la ligne d'irrigation goutte à goutte qui va absolument partout sur la terrasse. De cette façon, nous pouvons éviter les allers-retours au puits, ce qui prend 1 heure et j'ai utilisé environ 11 litres d'eau. Je pense que j'ai été extrêmement généreux dans chaque trou. Donc avec le temps, tant que ça reste humide, je pense que remplir ce petit récipient 2 fois suffira à garder tout humide. Donc nous utilisons une fraction de l'eau que nous utilisions auparavant. Avoir le système automatisé, c'est plus efficace à tous les niveaux, c'est plus facile pour l'équipement et c'est plus efficace pour maintenir l'humidité. Ne vous inquiétez pas pour l'électricité. Oui, c'est juste plus de travail maintenant. Oui, exactement, c'est plus de travail. Même faire marcher l'irrigation, tu as vu, ça a tourné presque 1 heure hier soir. Tu restes là sans rien faire. Donc tu sais, si c'était sans étaler le foin, cela prendrait au maximum 20 minutes. Ce n'est pas mal, et souvent il suffit de détacher. Ça fait 8 heures et je voulais voir comment tout se passe. Et le tout premier que j'ai vérifié est ici. Je veux vous montrer que je viens juste de commencer à déranger le sol. Juste là, dès le tout premier brin de foin que j'ai déplacé. Il y a des germinations qui apparaissent. Il y en a une là. Pointe l'angle là et là, comme ça je ne vais plus déranger la terre. Je vois que le sol est encore humide tout autour. Je vois une autre germination là où mon doigt est juste là en bas. Donc ça marche, c'est génial. J'aime gagner, donc je vais laisser faire. Et puis le matin, je vais lui donner un peu plus d'eau, mais je peux le regarder et voir qu'il est encore humide. Eh Blaise, devine quoi? Je viens juste des terrasses. Ça fait 48 heures. Le premier que j'ai vérifié avait 3 germinations. Je suis tellement bêtement heureux. Ouais, c'est génial. Oh mec, merci pour la suggestion du pays. Ouais mec, je regardais et je voyais juste la terre, et ça a l'air encore vraiment humide. Je ne l'ai même pas arrosé aujourd'hui, et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai décidé de jeter un petit coup d'œil, et j'ai vu que je suis sûr que ce sont les niébés ou certaines des fèves ou quelque chose du genre. Mais juste... Oui, Alors j'imagine que la forme de ceci aide. beaucoup, oui, énormément. Et j'ai installé la caméra pour le piège à coyote ou l'appât à coyote. Donc j'espère qu'ils vont venir et éloigner les lapins. Et la toile d'ombrage protège du soleil. L'appât n'a pas encore été dérangé. Non, même pas. Je croyais que ça prendrait 1 semaine. Oui, on verra, mais... Et tout le monde, c'est le 3e jour et j'arrosais à la main sur la terrasse ce matin. Je suis dans le petit tunnel, impatient de vous montrer ce qui s'y passe. Mais je dois être très prudent parce que je vois certaines germinations qui sont abîmées. Mais si vous regardez juste ici en bas, droit. Donc ceci pointe presque directement vers le bas. Vous pouvez voir ces amas de graines juste ici qui poussent. Il y en a d'autres qui poussent ici. Il y a de la croissance juste ici. Et puis bien sûr, vous avez ces plus gros ici en haut. Je suis très enthousiaste parce que d'une part, j'ai des choses qui poussent et d'autre part, ce n'est pas qu'une seule espèce. Au début, je croyais que ce n'était bon que des niébés, mais ils ont en fait toutes sortes de tailles. Donc on dirait que l'idée fonctionne. Et puis ici, et là c'est au-delà de ma portée visuelle, je suis aveugle. Ici, il y a plus de germination, donc ça fonctionne vraiment.
Je ne vois pas de germination dans chaque trou, mais je pense que c'est parce que le paillis est probablement inégal, ce qui est sans doute normal. Je suis sûr que tout pousse là-dessous. Je vais simplement rester discipliné et ne rien toucher, parce que je pense que le bénéfice de savoir ne vaut pas le risque d'endommager la croissance. C'est encore jeune et tendre, donc je vais le laisser tranquille. C'est mon dernier matin ici, enfin, en fait, mon avant-dernier matin ici. Mais demain, j'arroserai dans le noir et ensuite je passerai le relais à Daniel, qui pourra continuer à arroser à la main. Comme ça, on pourra surveiller et s'assurer que celle-ci est la meilleure, la plus parfaite chance de réussir. Chacune d'entre elles. Nid d'oiseau. Sauf le tout premier, il y a des choses qui poussent. Eh bien, tout ça a l'air super. Ici à l'écran, vous voyez la contribution de Daniel, l'idée d'utiliser un tuyau suintant. Nous avons bien l'irrigation goutte à goutte en place pour plus tard, mais le tuyau suintant est un excellent ajout. Il suffit de quelques minutes pour arroser sans retirer les attaches et en utilisant presque autant d'eau. C'est une très très grande amélioration. Et le jujube se porte plutôt bien. Je ne me rappelais même pas cet arbre. Les coccinelles, tu peux voir qu'elles mangent les pucerons. Ce qui est cool parce qu'elles ont décidé qu'elles voulaient être ici. Je n'aurais jamais cru trouver des coccinelles ici, même en 1 million d'années. Je n'avais pas besoin de les manger. Je dois en mettre chaque année dans mon jardin. Certains d'entre vous cherchent autour en se demandant où est l'acacia douce. Cette chose a explosé. Maintenant. Cela n'a pas été planté en même temps. C'était déjà là quand j'ai mis les graines, mais ça a tellement poussé. Le peu d'ombre que cela apporte suffit à rendre cela prospère. Une fois que c'est. Vous savez, une fois que ça a un peu poussé, parce que je sais que la teinte plus foncée a énormément aidé, mais la dernière grosse tempête de vent a tout emporté. Oui, Mais on peut voir par le jaunissement que ça avait besoin de plus de soleil. oui, c'est nettement mieux que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je vois deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que aucune des graines d'arbre n'a germé. C'est dévastateur,
et il y a deux raisons possibles. Les rats mangent probablement les graines avant qu'elles ne poussent. Deuxièmement, elles ne peuvent pas traverser la mince couche de paillis que j'ai posée, comme dit dans la vidéo. Mon désir de minimiser le paillis ici, c'est parce que les arbres sont épigés, je pense que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pousser à travers une épaisse couche de paillis. Et le deuxième problème, c'est que toutes ces plantes sont malades. Il y a une raison pour laquelle elles sont infestées d'insectes. Mais tu sais quoi? C'est quelque chose qui pousse. C'est déjà bien mieux qu'au début, tout n'est pas réglé, mais au moins je peux commencer. Je suis très content. J'ai évidemment des envies, et je pense qu'il y a 1000 façons dont ça pourrait être mieux, mais c'est un début.